9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel. La semaine dernière, l'organisation Reporters sans frontières publiait son classement annuel de la liberté de la presse dans le monde. Très attendu, le classement de la Russie a vu celle-ci descendre jusqu'au rang 155 sur 180 pays et intégrer la liste rouge de RSF. À peine devant dans ce classement, le Mali atteint la 111e place sur 180. Le Mali qui a fait tristement parler de lui le 27 avril dernier pour son choix d'interrompre définitivement la diffusion sur son territoire des médias français, France 24 pour la télévision et RFI pour la radio. Décision prise par la junte malienne à la suite de la publication sur France 24 et sur RFI d'infos expliquant que l'armée malienne était impliquée dans des exactions contre des civils. Cet épisode nous rappelle à quel point la guerre de l'information fait rage sur les territoires aujourd'hui en conflit et qu'il est de plus en plus difficile pour les médias français, pas seulement, mais français également, de faire leur travail, c'est-à-dire d'apporter une information indépendante et contradictoire dans des pays à risque, surtout quand cette info les concerne. Alors justement, comment informer, comment porter le regard de la France à travers le monde? Question qu'on va poser avec beaucoup d'autres à notre invité. Bonjour Vanessa Burgraff. Bonjour Philippe Vandel. Vous êtes la directrice de France 24. D'abord, réaction à ce classement de RSF. Est-ce qu'il correspond en gros à vos difficultés de travailler dans certains pays? Alors d'abord, ce qu'on peut dire, c'est que ce classement dit quelque chose de la démocratie dans ces pays. Aujourd'hui, la Russie est un régime autoritaire où il est extrêmement difficile pour les journalistes de travailler. Et même chose au Mali, où aujourd'hui, il est très très difficile de travailler. Et particulièrement pour nous, journalistes à France 24, comme vous le savez, nous avons été coupés en Russie. Aujourd'hui, 28 millions de foyers ne nous reçoivent plus en Russie. Et nous avons été également coupés au Mali. Le 27 avril, définitivement, RFI et France 24 ne sont plus regardés et écoutés au Mali, sachant qu'un tiers des Maliens écoutaient et regardaient RFI et France 24. On parlera de la Russie, évidemment, et de l'Ukraine dans une seconde partie de l'entretien. D'abord, pouvez-vous nous rappeler plutôt... Je vais faire un petit round-up. Ça fait 13 jours que la diffusion de France 24 a été interrompue de manière définitive, a dit le pouvoir en place au Mali. En fait, en réalité, c'était coupé depuis le 17 mars dernier. Est-ce que vous pouvez rappeler à nos auditeurs, auditrices, pour commencer, quelle est la situation politique au Mali, qui est aujourd'hui au pouvoir ? C'est une junte qui est aujourd'hui au pouvoir, dirigée par Assimi Goïta, une junte qui est arrivée au pouvoir après le renversement du président malien Ibeka, Ibrahim Boubacar Keïta. Cette junte avait promis, comme très souvent les juntes au pouvoir, des élections qui devaient avoir lieu avant le mois de février. Et la junte n'a pas tenu ses promesses. Elle est toujours aujourd'hui au pouvoir au Mali, avec des tensions diplomatiques, comme on le sait, très fortes avec la France, mais également avec l'ensemble de la communauté des États d'Afrique de l'Ouest, puisque cette junte, une fois encore, n'a pas tenu ses promesses, à savoir rendre le pouvoir aux civils via des élections. Alors je l'ai dit sommairement, mais la question est plus précise. Pourquoi vos antennes ont-elles été interrompues sur place? Est-ce qu'il y a une raison officielle, une raison officieuse, les deux? Alors oui, les deux. Nous avons mené des enquêtes, RFI et France 24, sur des exactions, vous le disiez tout à l'heure, qui ont été commises par les FAMA, les forces armées maliennes. Des exactions qui ont été également dénoncées par Human Rights Watch, mais également par les Nations Unies. Et ça n'a pas plu à la junte au pouvoir, qui accuse France 24 de vouloir démoraliser les FAMA, les forces armées maliennes, qui accuse France 24 de mise en cause de la déontologie. Et du coup, on a été coupé le 17 mars. On a déposé des recours auprès de la haute autorité de la communication du Mali. Et cette décision a été sans appel, puisque nous sommes coupés. La décision, en tout cas, a été maintenue. Et nous sommes définitivement coupés au Mali. Est-ce que c'est ce reportage-là qui a, qui est réellement la cause de cette coupure du signal, ou est-ce que le fait même de porter le nom France 24, d'avoir le nom du pays France, voilà. Est-ce que vous sentez, pardon de dire les choses, que c'était dans les tuyaux? Oui, c'était dans les tuyaux. On parlait tout à l'heure, hors antenne de TV5, ce qui n'a pas été le cas. TV5 n'a pas été coupé, France 24 a été coupé. Pourquoi? Parce que France 24, on a le mot France, et qu'il y a un amalgame qui est souvent fait dans ces régimes autoritaires entre une chaîne d'État, ce que nous ne sommes pas, et une chaîne de service public. On s'appelle France 24, nous ne sommes pas le
la voix de la France, mais en revanche, nous portons les valeurs de la France. Les valeurs de la démocratie, de la liberté, de la défense de la laïcité, de la défense des minorités, mais en aucun cas nous sommes une chaîne gouvernementale. Et malheureusement, cet amalgame est fait par les régimes autoritaires en place, que ce soit en Russie où nous avons été coupés ou que ce soit au Mali. Et c'est aussi peut-être un coup politique à destination de leur propre population. Si vous n'êtes plus retransmis officiellement au Mali, vous continuez à traiter l'actualité malienne sur vos antennes. Exemple, vendredi dernier, votre journaliste, c'est Marc Perelman, qui interrogeait sur France 24 l'ancien ministre aux Affaires étrangères et à la Défense, Thiéman Hubert Coulibaly, qui avait des mots très durs contre la junte qui n'est pas prêt de laisser le pouvoir. Mais en fait, ils avaient un agenda caché et je pense que c'est parce que l'intention première a toujours été de se maintenir. Mais cela n'est pas possible. Et c'est pour ça que je les ai appelés à renoncer à cette aventure-là, à créer un cadre de dialogue à l'intérieur pour que les Maliens puissent se parler. Mais au lieu de ça, c'est la menace qui s'exerce, c'est une chape de plomb, c'est un régime, de mon point de vue, dictatorial qui s'installe. Nous sommes tous menacés et vous avez bien vu, les leaders politiques aujourd'hui ont le choix soit de se taire ou d'aller en prison, et l'autre voie, c'est d'être absent du pays. L'interview a été faite à Paris. Oui. Vous pouvez toujours continuer à travailler sur place au Mali ou est-ce que vos équipes également ont été priées de quitter le territoire ? Alors, nos équipes ont quitté le territoire. Notre correspondante a quitté le territoire malien pour des raisons de sécurité. Aujourd'hui, il faut quand même le dire, c'est qu'on peut contourner cette censure. On a mis en place des moyens techniques qui sont des sites miroirs. Alors, qu'est-ce qu'un site miroir ? Un site miroir, on peut retrouver donc le site de France 24. C'est en fait un duplicata de notre propre site, mais qui est hébergé sur une autre adresse. Et nous avons fait ça en partenariat avec RFCF, avec Reporters sans frontières. Autre moyen de contourner la censure, ce sont les VPN, les réseaux virtuels privés, et qui permettent là aussi de contourner la censure en passant par une autre adresse Internet qui n'est pas évidemment l'adresse sur laquelle est hébergé notre site. Et on peut, alors voilà, je ne vais pas vous expliquer techniquement, c'est un peu compliqué, mais en tout cas, vous pouvez, en allant sur le site aujourd'hui de France 24 ou sur la chaîne France 24 sur YouTube, savoir précisément comment on peut utiliser les VPN et les sites miroirs. Quel espoir avez-vous que le signal, tant est qu'il puisse revenir, de France 24 revienne ? Quelle relation avez-vous avec la junte ? En avez-vous ou est-ce que le signal est coupé dans les deux sens ? Le signal, pour l'instant, est coupé dans les deux sens. Donc voilà, mais il faut dire aussi que souvent, on est aussi des victimes collatérales de tensions diplomatiques. Donc peut-être que si demain, la junte malienne organise des élections, s'il y a un retour des civils au pouvoir, voilà, on espère évidemment que le signal de France 24 sera à ce moment-là rétabli. Mais je répète aussi, on est aussi des victimes collatérales de tensions diplomatiques. Malheureusement, il n'y a pas que le Mali dans le périmètre de l'information internationale. Il y a également l'Ukraine, la Russie. Vanessa Burgraff, la directrice de France 24, on a encore beaucoup de questions à vous poser. Culture Média continue sur Europe 1. Philippe Vandel sur Europe 1. Avec 9h, 11h. Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel. En compagnie de Vanessa Burgraff, c'est la directrice de France 24. Nous parlions de l'interdiction de France 24 au Mali, interdiction décidée, cette diffusion par la junte militaire au pouvoir. France 24 est une chaîne française, publique, mais à portée internationale. L'actualité est très chargée en ce moment. Il y a la situation au Mali. Il y a également celle de l'Ukraine. On va entendre l'extrait d'un de vos derniers reportages sur le terrain. On est dans la région de Kherson, reportage réalisé par Gulliver Krag. Au loin des bombardements, un soldat vient nous mettre en garde. Allez, on se barre. L'armée ukrainienne a repris cette zone en mars, mais elle sait que les forces russes n'ont pas dit leur dernier mot. Ces villageois coupent du bois pour approvisionner les abris. Les soldats renforcent leur défense, craignant une nouvelle offensive russe. Les Russes ont besoin d'au moins une victoire avant le 9 mai, car Poutine est fan de ces dates symboliques. Mais ils n'auront pas cette victoire. Quel est votre dispositif sur place, Vanessa Burgraff, en Ukraine ? 10 journalistes aujourd'hui sur place, à Kiev, à Mykolaïv, près du Donbass également. 10 journalistes, 4 langues, français, anglais, arabe, espagnol. Comment s'est passée l'arrivée de vos équipes à Kiev ?
Alors c'était totalement surréaliste puisqu'on avait envoyé une équipe à Kiev mais aussi une autre équipe à Mariupol et l'équipe que nous avons envoyée à Kiev, on pensait que cette équipe allait faire du diplo. Or elle s'est levée le jeudi 24 mars à 5h du matin sous des tirs, sous des bombes et ça a été évidemment la stupéfaction puisque personne n'avait imaginé que les forces russes allaient aller jusqu'à Kiev. C'est-à-dire que, par exemple, ils n'avaient pas les casques lourds, les gilets de protection, ou est-ce qu'ils étaient quand même partis avec tout le matériel de protection? Alors, ils n'étaient pas partis avec tout le matériel de protection, il faut dire les choses, parce que personne n'avait envisagé à ce moment-là que Kiev soit attaqué, et ce alors qu'on a quand même un directeur de la sûreté à France 24, ce qui est quand même notre spécificité, notre grande force, et je voudrais encore saluer ce matin le travail de Jean-Christophe Gérard, alors justement, qui suit nos équipes 24 heures sur 24, qui les géolocalise, voilà, qui les suit vraiment à la trace. J'allais justement vous en parler. Article passionnant de François Rousseau dans Télérama le 18 mars dernier. On apprend moi j'ai découvert l'existence du directeur de la sûreté chez vous, Jean-Christophe Gérard. Voici ce qu'on pouvait lire dans le reportage de François Rousseau. Il reçoit dans son bureau isolé du tumulte de la rédaction, donc il est chez vous, avec au sol 4 gilets pare-balles et 6 casques flambant neufs et au mur 6 cartes de l'Ukraine. Cet ancien lieutenant-colonel aux 27 ans de carrière militaire ne transige pas sur la discipline. Tout passe par lui. Son téléphone n'arrête pas de sonner. Il valide chaque départ de journalistes depuis la France. Il joue les guides et les gendarmes à distance, repère les chemins par lesquels passer un militaire au sein d'une rédaction. Est-ce que son pouvoir de décision est encore plus fort que celui des rédacteurs en chef? Ah oui, je dirais que il n'y a pas une mission sur une zone dangereuse qui part si ce n'est pas validé par Jean-Christophe Gérard. Donc c'est lui qui décide in fine, qui donne son feu vert ou son feu rouge. C'est très rare qu'il donne un feu rouge, mais tout passe par lui. Et ce qui d'ailleurs pour un patron de chaîne, je veux quand même dire, est un pilier extrêmement rassurant. Alors ça ne vous enlève pas de la responsabilité, mais c'est quand même de pouvoir compter sur lui et de se dire que que les équipes sont suivies 24 heures sur 24. Il y a quand même un côté un peu rassurant. Vous vous sentez un peu moins seul. J'imagine. Et vous, en tant que directrice, vous avez tout le temps votre téléphone branché? Le téléphone est ouvert 24 heures sur 24. 24 heures sur 24. Surtout durant ces périodes-là. Enfin, il est de toute façon ouvert 24 heures sur 24 puisque l'actualité ne s'arrête jamais. J'imagine, et quand votre téléphone sonne à 2 heures du matin? C'est le stress. C'est le stress. BFM TV et les 3 autres chaînes d'infos principales, je vais toutes les citer, CNews, LCI et France Info, le canal 27, diffusent ce matin le défilé de Poutine en Russie, censé être une démonstration de force. La diffusion de ce défilé a beaucoup été critiquée sur les réseaux sociaux avant même que le défilé soit diffusé. Est-ce que vous-même, le défilé est montré sur France 24? Exactement, à l'heure où on se parle, nous passons cette parade militaire, le discours également de Vladimir Poutine. Pourquoi? Parce que nous sommes une chaîne où nous écoutons la pluralité des voix. Et c'est très important parce que pour comprendre un conflit, il faut comprendre les parties en conflit et donner la voix à tout le monde. Et ça, c'est la différence, j'ai envie de dire, aussi entre une chaîne de propagande et une chaîne de service public. Une chaîne de service public doit donner la voix à toutes les parties. Et donc, on ne peut pas comprendre ce conflit en Ukraine si l'on n'écoute pas Vladimir Poutine, si on ne voit pas ce que fait Vladimir Poutine, si l'on ne décrypte pas. Donc la question ne se pose pas. Oui, évidemment, il faut montrer cette démonstration de force et il faut suivre le discours du président russe. Toute petite question que je n'ai pas posée volontairement tout à l'heure. À quel moment la Russie a coupé le signal de France 24 sur le territoire russe? Au mois de mars. Donc avant l'invasion? Après l'invasion. Après l'invasion? Oui. D'accord. Il y a l'actualité internationale, il y a également l'actualité nationale. Comment avez-vous couvert, c'est du passé, l'élection, la campagne présidentielle? Alors on l'a couvert avec ce regard français sur l'international. C'est très très important pour nous d'avoir plutôt, pardonnez-moi, le regard de l'international sur la France, pardonnez-moi. Il faut savoir comment les étrangers nous voient. Voilà, exactement. Nous avons aujourd'hui 160 correspondants, 160 bureaux de correspondants à travers le monde. Et donc, ce qui nous intéressait, nous, c'est de voir comment cette campagne était perçue de l'étranger, comment les candidats étaient perçus de l'étranger, mais aussi de montrer
la France aussi à l'étranger, parce que cette France, elle fascine toujours, que ce soit la culture, que ce soit la société française, le modèle français. Donc c'était l'occasion pour nous de faire découvrir ou redécouvrir ces différents points de vue à nos téléspectateurs. Et notamment, on a fait un tour de France qui était vraiment formidable, où ça a été l'occasion de faire découvrir plusieurs régions de France, avec leurs problématiques, avec des initiatives aussi citoyennes, pas montrer uniquement une France qui va mal, mais aussi une France qui va bien. Alors après les présidentielles, il y a les législatives. Et alors curiosité, lors de ces législatives, on trouve deux candidats qui ont un point commun avec vous, Vanessa Burgraff, Aymeric Caron et Charles Consigny, deux anciens chroniqueurs comme vous de l'émission On n'est pas couché de Laurent Ruquier. Est-ce que ce matin, vous allez nous annoncer aussi que vous lancez dans la bataille ? Alors pas du tout. Là, vraiment, c'est vraiment clair et net. Vous êtes la patronne d'une chaîne internationale ou vous pourriez représenter les Français de l'étranger ? Écoutez, non, ça m'a même pas traversé l'esprit, ça me traversera pas l'esprit. On s'en doutait un peu. Blague à part, comment vous réagissez à ces deux candidatures ? Écoutez, chacun fait son chemin. Ce que je vois, c'est que tous ces anciens chroniqueurs, ils ont tous fait leur chemin. Ils ont été peut-être beaucoup critiqués à une certaine époque. Et chacun a emprunté des chemins différents. Certains sont Léa Salamé est devenue une journaliste qui pèse, qui a une médiatisation incroyable, excellente journaliste. D'autres ont choisi le terrain politique. Ils sont d'ailleurs assez nombreux finalement à avoir choisi le terrain politique. Léa Salamé qui a présenté le débat présidentiel, et j'y pense, si Éric Zemmour avait été qualifié au second tour, il y aurait eu deux anciens chroniqueurs de l'émission, parce qu'Éric Zemmour également était dans On n'est pas couché. Mais comme quoi on fait un peu de chemin quand on passe finalement par cette émission, en tout cas pour certains. Le journalisme mène à tout à condition d'en sortir. Je suis pas d'accord avec cette phrase, mais c'est un refrain qu'on entend parfois. Merci beaucoup Vanessa Burgraff d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes la directrice de France 24 qui diffuse donc actuellement le défilé, mais n'allez pas voir ça, vous verrez tout à l'heure les comptes rendus, on va en parler dans les news, restez avec nous dans Culture Média. Merci d'avoir été avec nous. Nous on se retrouve dans un instant, on va parler de la boîte à questions, séquence mythique, format court popularisé par le Grand Journal. On sera avec la responsable éditoriale de ce programme, c'est Perdrix Chabrière. À tout de suite sur Europe 1. Philippe Vandel, Culture Média sur Europe 1.